Le cessez-le-feu a été prolongé alors que les États-Unis tendent discrètement un piège à l'Iran. Et comment la disparition et les morts inexpliquées de 11 scientifiques américains du nucléaire et de l'aérospatial sont-elles liées à la guerre en Iran? Restez avec moi ici sur Straight Up. Donc, le président Trump a prolongé hier le cessez-le-feu indéfiniment, sans date d'expiration, jusqu'à ce que les dirigeants iraniens puissent présenter ce qu'il a appelé une proposition unifiée aux États-Unis. Trump a décrit de profondes divisions internes au sein du gouvernement iranien qui ont empêché Téhéran de formuler une position de négociation cohérente. Il a également cité une demande directe des dirigeants pakistanais qui ont exhorté Washington à retarder toute action militaire jusqu'à ce que l'Iran puisse consolider sa position. Trump a ajouté que les forces américaines maintiendront le siège, resteront entièrement déployées et seront prêtes à tout point de vue, mais qu'elles s'abstiendront d'ouvrir le feu jusqu'à ce que l'Iran soumette sa proposition et que les discussions se concluent d'une manière ou d'une autre. La réaction initiale de Téhéran à cela a été, un peu étrange. Les médias l'ont même qualifiée de dédaigneuse. Un conseiller de l'officiel iranien Mohammad Khalibaf a déclaré que la prolongation du cessez-le-feu n'a aucun sens, affirmant qu'il ne s'agit que d'une tentative de Washington pour gagner du temps en vue d'une frappe surprise. Selon lui, l'Iran détient désormais l'initiative. Les médias continuent de diffuser des informations parce qu'ils y sont obligés. Ils ne se soucient pas de vous dire la vérité. Ils ont besoin de vous tenir en haleine d'une manière ou d'une autre. Donc, à l'heure actuelle, la situation est fluide, incertaine et potentiellement volatile. Le cessez-le-feu est prolongé, mais les négociations sont au point mort parce que l'Iran est divisé. Et les États-Unis maintiennent leur position attendant que Téhéran unifie son message. C'est une histoire qui domine désormais l'agenda mondial et elle va influencer tout ce dont nous allons discuter ici. J'ai évoqué ce sujet au début du cessez-le-feu il y a 2 semaines. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce une victoire ou un revers? Un signe de faiblesse ou une pause stratégique? Seul le temps nous le dira. Plus tard, j'ai ajouté qu'au final, nous saurons où cela ira. Nous voilà quelque temps plus tard, et nous constatons qu'il y a eu des développements. Revenons maintenant à une autre question. Avons-nous tiré des leçons des tentatives de négociation avec ces scélérats trompeurs, ou continuons-nous à nous illusionner en pensant qu'ils voudront une résolution pacifique? Allons-nous vers une vraie résolution? La décision de Trump, d'une part, ne l'oblige pas à reprendre les combats, mais d'autre part, elle exerce une pression sur l'Iran et place en même temps la responsabilité entièrement de leur côté. L'Iran a actuellement 3 options principales. Accepter les exigences du président ou reprendre les discussions avec l'intention de faire des compromis. Défier les États-Unis soit par une attaque préventive, soit en tentant de briser le blocus naval dans le détroit, un acte qui mènera inévitablement à la guerre. Ou enfin, s'effondrer économiquement et socialement, un processus qui prendrait un certain temps. En fin de compte, voici la réalité. Les États-Unis appliquent contre l'Iran la même logique que l'Iran a utilisée pendant des années, en menant une longue guerre d'usure soutenue par une pression économique. C'est exactement ce qu'Israël a été empêché de faire à Gaza en raison de considérations humanitaires et de protection des civils. Les États-Unis l'appliquent désormais directement contre l'Iran. Est-ce que cela résoudra finalement la situation? Seul le temps nous le dira. C'est un processus à long terme qui comporte également des coûts pour l'économie mondiale. Pour l'instant, la stratégie américaine tente d'inverser la doctrine iranienne et de la retourner contre l'Iran. Cette décision va au-delà de la prolongation du cessez-le-feu. Elle reconfigure toute la confrontation sur le plan stratégique. En prolongeant indéfiniment le cessez-le-feu, Donald Trump évite d'être entraîné dans une guerre immédiate qu'il ne contrôle ni politiquement ni diplomatiquement. Le siège, les sanctions et la posture militaire restent en place. L'Iran subit la pression sans que les États-Unis n'aient tiré un coup de feu. Washington peut maintenant dire « Nous attendons ». C'est vous, l'Iran, c'est vous qui n'arrivez pas à vous organiser? La balle est donc dans le camp de l'Iran. En gros, cela revient à dire « Vous avez inventé ce jeu, maintenant jouez-le de l'autre côté ». C'est une manœuvre classique de judo stratégique utilisant la faiblesse interne de l'adversaire comme principal levier. Cependant, la manœuvre américaine ne se produit pas en vase clos. Au moment où nous passons d'une confrontation immédiate à une longue guerre d'usure économique, tous les autres acteurs régionaux et mondiaux se réajustent, en particulier ceux qui manœuvraient discrètement en arrière-plan. La semaine dernière, j'ai évoqué l'implication soudaine du Pakistan dans les négociations, précisant que ce n'était pas un hasard.
Le Pakistan est l'un des alliés les plus proches de la Chine. C'est un canal parfait pour Pékin afin d'agir discrètement, sans attirer l'attention. Au cours des 10 dernières années, la Chine a investi des centaines de milliards de dollars au Moyen-Orient dans le béton, l'acier, la fibre optique et les technologies avancées. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Irak, l'Iran, tous font désormais partie de l'architecture économique de la Chine. L'Arabie saoudite à elle seule fournit environ 20% de l'approvisionnement chinois en pétrole et en gaz. L'Iran, l'Irak et le Qatar complètent le tout. Et ce n'est pas limité à l'énergie. Comme l'a écrit cette semaine l'experte israélienne du Moyen-Orient Edith Barat, la Chine investit massivement dans les infrastructures numériques, villes intelligentes, intelligence artificielle et systèmes cloud. Gagner de l'argent, mais aussi laisser une empreinte technologique durable et devenir le modèle pour les États de la région. Et selon elle, la stratégie de Pékin est brillante dans sa simplicité. Elle entretient de bonnes relations avec tous, y compris l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis et Israël. Elle se présente comme un médiateur neutre. Elle évite les confrontations directes. Quand elle agit discrètement, elle fait appel à des partenaires comme le Pakistan pour faire le gros du travail. La Chine a profité du retrait américain pour renforcer son influence régionale sans vouloir remplacer les États-Unis militairement. Pékin recherche stabilité, approvisionnement énergétique continu et présence mondiale accrue. C'est tout l'enjeu. Ainsi, la Chine construit son empire. Cela, ajoute Edith Barr, pose la question à laquelle Israël doit faire face. Quelle place occupons-nous sur cette nouvelle carte? Devons-nous accepter les investissements chinois dans nos infrastructures, ports, chemins de fer et technologies ou réfléchir au type de dépendance que cela crée envers une superpuissance orientale? Parce qu'à mesure que le Moyen-Orient évolue et que la Chine étend discrètement son influence, Israël devra décider non seulement qui sont ses alliés, mais aussi qui il laisse s'immiscer dans ses fondements mêmes. Donc, en un sens, tout cela fait partie de la guerre mondiale du 21e siècle. Elle se déroule selon des termes modernes et non comme lors des guerres mondiales du 20e siècle. En réalité, elle est menée depuis un moment déjà. Il y a une différence importante entre la situation d'Israël dans la guerre contre l'Iran et la situation avec les ennemis le long de nos frontières immédiates à Gaza et au Liban. Avec l'Iran, l'objectif d'Israël était de démanteler des capacités qui représentaient une menace existentielle pour nous. L'Iran avait des ambitions régionales et mondiales, coopérant stratégiquement avec la Chine et la Russie. Ces ambitions et ces partenariats, ce sont eux qui menaçaient également les intérêts des États-Unis. C'est pourquoi les États-Unis avaient leurs propres raisons d'agir. Le besoin américain ressemblait en un sens à celui d'Israël face à la menace du Hamas et du Hezbollah à ses frontières. Les frontières d'une superpuissance mondiale comme les États-Unis sont précisément cela, mondiales. L'Iran était pour les États-Unis ce que le Hamas et le Hezbollah sont pour Israël, une force supplétive aux mains d'un adversaire. Au-delà du danger militaire que représentait l'Iran, sa coopération avec la Chine a créé le risque d'une domination économique sur l'économie mondiale future. Et c'est là que les États-Unis mènent une lutte moderne à l'échelle mondiale, assurant leur supériorité militaire et économique sans être entraînés dans une guerre physique directe avec des puissances mondiales, en particulier la Chine. Dans ce contexte, les intérêts israéliens s'alignent sur ceux de son allié. En ce moment, les États-Unis essaient de clore la situation actuelle en atteignant leurs objectifs qui garantissent leur avantage économique à long terme dans les principaux domaines d'avenir. Et ces domaines sont le développement de l'intelligence artificielle et le contrôle des réserves d'énergie et de minéraux nécessaires au leadership technologique et industriel dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et plus important encore, non seulement empêcher que cela ne tombe entre les mains de la Chine, mais aussi s'assurer que la Chine devienne dépendante de la bonne volonté américaine. Une fois que les États-Unis auront atteint ces objectifs, leur guerre, au sens stratégique, sera terminée. Et Israël a en fait un rôle à jouer dans cela, et c'est d'aider les États-Unis à atteindre ce point en évitant des frictions inutiles qui pourraient donner à l'Iran des excuses ou la possibilité de revenir sur ses concessions ou d'échapper à la pression exercée sur lui. Après que ces objectifs américains auront été atteints, Israël pourra alors reprendre le démantèlement des organisations terroristes opérant sous la direction iranienne et qui se trouvent le long de nos frontières. Alors ne pensez pas un instant que la Chine reste les bras croisés. Elle a investi massivement pendant des années dans les économies occidentales et mondiales pour gagner en influence. Les superpuissances nucléaires ne peuvent s'affronter directement.
Quand vous comprenez cela, et que c'est l'essence même de la guerre mondiale en cours, vous comprenez alors pourquoi la Chine a investi autant dans la guerre cognitive ou de propagande qu'elle mène, utiliser les plateformes de réseaux sociaux pour manipuler les gens en Occident et surtout aux États-Unis afin de s'opposer à la guerre et à l'implication des alliés européens avec les États-Unis et essayer de contenir Israël. Et quand on comprend cela, on commence à voir le lien possible avec d'autres histoires. Par exemple, l'histoire qui se déroule actuellement aux États-Unis, qui ne reçoit que maintenant l'attention qu'elle mérite et qui est liée de manière très concrète à la guerre silencieuse qu'Israël mène depuis des décennies. À Washington, le FBI, le département de l'énergie et la Maison-Blanche mènent ce qu'ils appellent un examen global concernant une série de morts mystérieuses et une disparition impliquant au moins 11 scientifiques américains. Ce ne sont pas des cas isolés. Ce sont des chercheurs hautement habilités, travaillant dans le nucléaire, l'aérospatial, la technologie des missiles et les systèmes de défense avancés. Certains étaient liés au laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, d'autres à Los Alamos, le berceau de la bombe atomique. C'est une tendance inquiétante. Aux États-Unis, les législateurs craignent que ces incidents soient liés à des adversaires étrangers. Les enquêteurs fédéraux ont identifié la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord comme nations possiblement impliquées, ayant déjà ciblé l'expertise scientifique américaine. D'anciens responsables du FBI ont déclaré ouvertement que des services de renseignement étrangers ont, par le passé, enlevé, fait chanter, torturé et même tué des scientifiques afin d'obtenir des secrets. Les détails de ces affaires, où des scientifiques disparaissent sans téléphone, lunettes ni effets personnels, correspondent aux méthodes du renseignement. Pourquoi cela nous concerne-t-il? En Israël, les services de sécurité ont récemment déjoué plusieurs complots d'assassinat visant des scientifiques du nucléaire, de hauts responsables politiques et des diplomates israéliens. Selon le Shin Bet, l'agence de sécurité israélienne, il y a eu une augmentation de 400% des tentatives d'espionnage et de recrutement terroriste dirigées par l'Iran en Israël. Israël mène une version de cette guerre depuis plus de 20 ans maintenant, au cœur même de l'Iran. Alors que le monde se concentrait sur les négociations et les gros titres, Israël menait une campagne discrète et implacable pour ralentir, perturber et exposer les ambitions nucléaires de l'Iran. Une campagne qui allait des opérations cybernétiques au sabotage jusqu'à l'élimination de figures clés du programme nucléaire iranien, des individus décrits par les services de renseignement occidentaux comme étant irremplaçables. Et puis est venue l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire moderne du renseignement. En janvier 2018, des agents du Mossad ont infiltré un entrepôt secret à Téhéran. 20 agents, 7 heures passées à l'intérieur du bâtiment, à examiner une demi-tonne de documents nucléaires classifiés qu'ils ont extraits du cœur de la capitale iranienne. 50 000 pages, 163 CD, l'intégralité des archives du projet Ahmad, qui était le programme secret d'armes nucléaires de l'Iran. Ces documents prouvent que l'Iran avait travaillé sur la miniaturisation d'une ogive et sur des essais nucléaires. Et lorsque Israël a révélé les archives, cela a aidé à convaincre les États-Unis que l'Iran trompait le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, on observe une version de la guerre de l'ombre qu'Israël mène depuis des décennies. Israël sait depuis longtemps que les discours et les résolutions n'arrêteront pas les ambitions nucléaires de l'Iran. Elles devaient être arrêtées dans l'ombre. Et maintenant, les États-Unis découvrent que les mêmes adversaires qu'Israël affronte sont prêts à aller bien au-delà du Moyen-Orient pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un conflit régional, ça ne l'a jamais été. C'est une lutte mondiale autour de la technologie, du renseignement et de l'équilibre des pouvoirs du 21e siècle. Israël est en première ligne de cette lutte depuis longtemps. Alors maintenant, que la guerre reprenne ou non, elle fait rage depuis un certain temps avec les ennemis de l'Amérique qui agissent discrètement en coulisses. Ils ont construit des alliances, créé des faits accomplis à l'échelle mondiale et discrètement éliminé les capacités des États-Unis, ce qui, jusqu'à récemment, était écarté comme étant une coïncidence ou des théories du complot. Et la plus grande superpuissance du monde, les États-Unis, ne reste plus les bras croisés. La carte du Moyen-Orient est discrètement redessinée. Selon les médias arabes cette semaine, le roi de Jordanie a signé un accord historique pour louer le port d'Aqaba aux Émirats arabes, unis pour 30 ans.
C'est la première étape d'un vaste projet régional, une voie ferrée stratégique reliant les Émirats arabes unis, la Jordanie et Israël jusqu'à un port en eau profonde prévu pour Gaza. En coulisses, c'est un moment où la vision à long terme, celle dont les dirigeants israéliens parlent depuis des années, commence à prendre forme concrètement. Un corridor d'acier, d'énergie et de commerce s'étendant de l'Inde à travers Aqaba, contrôlé par les Émirats, et jusqu'à Gaza, nouvellement administré sous supervision américaine. Et voici l'élément clé. Rien de tout cela ne peut arriver tant que le Hamas contrôle Gaza. Quand le président Trump dit que le Hamas sera démantelé, il faut le prendre au pied de la lettre. Parce que sans cela, tout ce plan régional s'effondre. Le plan en discussion est très audacieux. Le démantèlement complet de l'infrastructure terroriste, le transfert de la souveraineté aux mains des Américains et un nouvel horizon pour les habitants de Gaza, comprenant un soutien financier et la possibilité d'obtenir la citoyenneté dans un pays tiers. Dans cette vision, Gaza cesse d'être un fardeau sécuritaire et devient l'atout économique le plus précieux de la région, le point d'aboutissement d'un corridor commercial, nouvelle porte d'entrée maritime mondiale en eau profonde. Ce n'est pas le seul changement en cours. Cette semaine, les États-Unis et le Maroc ont signé un accord assurant la sécurité du détroit de Gibraltar pour 10 ans, une autre pièce de cette architecture commerciale mondiale. L'histoire montre que les grandes puissances s'élèvent grâce aux routes commerciales. Et ce que nous voyons maintenant, c'est la construction discrète d'une nouvelle route qui pourrait faire d'Israël le carrefour central de l'hémisphère oriental. Lorsque le capital émirati rencontre la puissance stratégique américaine et l'innovation israélienne, la carte du Moyen-Orient est redessinée. Et en parlant de Gaza, des femmes de Gaza ont pris la parole cette semaine au sujet des abus sexuels et du chantage sexuel qu'elles subissent de la part du Hamas, comme l'a rapporté le Daily Mail. Elle mentionne des veuves et femmes déplacées, exploitées sexuellement, victimes de chantage pour de l'aide et réduites au silence par le Hamas, tandis que des groupes de défense des droits alertent sur des dizaines de milliers de personnes en danger. Des témoignages provenant de Gaza révèlent que les terroristes du Hamas exploitent sexuellement de manière systématique des femmes palestiniennes vulnérables, exigeant des relations sexuelles en échange d'une aide de base, de nourriture et même d'un abri. Les récits décrivent un système prédateur visant les veuves, les mères déplacées et les femmes sans soutien masculin, les victimes étant menacées pour les réduire au silence par les agents du Hamas qui déclarent qu'ils sont le gouvernement ici et que, par conséquent, les femmes doivent se soumettre. Ce phénomène n'est pas nouveau. Des militantes politiques occidentales venues assister à des événements pro-palestiniens à Gaza, en Judée et en Samarie ont déjà signalé à plusieurs reprises avoir été victimes de harcèlement sexuel et d'agressions par des hommes arabes dans des zones sous contrôle de l'autorité palestinienne. Plusieurs de ces cas impliquaient des journalistes étrangers signalés lorsque je dirigeais le bureau de presse du gouvernement israélien. Dans chaque cas, les femmes ont refusé de déposer des plaintes officielles ou même de donner des noms publiquement. On nous a demandé de ne plus délivrer d'accréditation de presse à ceux qu'elles disaient être employés par leurs organisations médiatiques étrangères. Je me demande combien de temps il faudra au groupe de défense des droits de l'homme ou à l'ONU pour traiter cette question. La prochaine flottille abordera-t-elle ce sujet? Eh bien, en parlant de la flottille, qui a quitté Barcelone dimanche pour un autre voyage anti-Israël vers Gaza, elle aussi a été secouée par un scandale sexuel après qu'un de ses dirigeants wokistes ait été accusé d'inconduite sexuelle avec au moins 3 bénévoles. Le New York Post a rapporté qu'un haut dirigeant de la flottille, membre du comité de pilotage, rien de moins, le plus haut organe dirigeant de l'organisation, a eu des relations sexuelles avec plusieurs militants alors qu'ils étaient sur le bateau en route vers Gaza. 3 personnes distinctes ont affirmé sur les réseaux sociaux cette semaine que le groupe palestinien Cœur de Philistine était impliqué. Et dans d'autres nouvelles concernant Gaza, la guerre en cours a considérablement réduit les pâturages disponibles à Gaza, entraînant une pénurie cruciale de troupeaux de moutons et de chèvres. Au-delà de l'impact économique, de nombreux hommes de Gaza expriment leur frustration face au fait qu'Israël les a effectivement privés d'une activité culturelle qui leur tenait à cœur. Nouvelle semaine où Israël a été au centre de l'attention mondiale, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Sud et ailleurs. Commençons par l'Europe.
Au cours des derniers jours, plusieurs gouvernements européens, dont l'Espagne, la France et d'autres, ont intensifié leurs efforts pour imposer de nouvelles restrictions à Israël. Ces mesures vont de propositions de restrictions sur l'armement à des initiatives diplomatiques visant à restreindre la liberté d'action militaire d'Israël, en passant par des pressions coordonnées au sein des institutions de l'Union européenne. L'objectif déclaré est de restreindre les opérations d'Israël contre les groupes terroristes à ses frontières. Mais l'effet pratique est clair, empêcher Israël de terminer le travail et de démanteler les organisations qui nous ont attaqués à plusieurs reprises. Et il convient de noter que ces mêmes gouvernements font face à leurs propres défis internes, instabilité politique, pression économique et troubles sociaux. Plus les critiques contre Israël deviennent fortes, plus ils semblent connaître de turbulences chez eux. Et puis, il y a une toute autre histoire qui se déroule de l'autre côté du monde. Israël a fêté son indépendance cette semaine. Parmi les porteurs de flambeaux au mont Herzl se trouvait le président de l'Argentine, Javier Milei, un chef d'État en exercice ayant traversé le monde pour se tenir sur le mont Herzl et honorer la renaissance de l'État juif. Le président Milei n'est pas venu ici seulement pour le symbole. Lors de sa visite, l'Argentine a officiellement désigné les gardiens de la révolution islamique et la force Al-Quds comme organisation terroriste, une démarche que de nombreux pays ont évité de faire. Il a déclaré qu'en agissant ainsi, l'Argentine ajoute une dimension morale distincte à la politique étrangère mondiale. Et en plus, il a signé cette semaine en Israël 2 protocoles d'accord historiques, l'un établissant un cadre global de lutte contre le terrorisme entre Israël et l'Argentine, et un autre lançant une coopération conjointe dans la recherche sur l'intelligence artificielle et l'infrastructure de supercalcul, des technologies qui définiront l'économie mondiale du futur. Donc, d'un côté, nous voyons les nations qui tentent de restreindre Israël et qui peinent, et de l'autre côté, nous voyons une nation qui choisit de soutenir Israël et qui s'élève. Cela coïncide par hasard avec un texte écrit il y a très longtemps, bien avant l'Union européenne, la diplomatie moderne ou même l'idée de ses gouvernements. La promesse faite à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent ». Inutile de faire le lien, regarde simplement le monde tel qu'il est. Donc, certaines nations choisissent de faire pression sur Israël et elles font face à des troubles, et d'autres nations choisissent de bénir Israël et elles connaissent un renouveau, une clarté et la prospérité. L'histoire a déjà vu ce schéma auparavant. La célébration de la journée de l'indépendance cette semaine clôt un cycle de 3 semaines débuté avec Pessa et terminé avec Yom Ha'atzmaut. Tout cela alors que nous sommes au milieu de notre guerre de renaissance, Milchemet Kouma, une guerre qui nous rappelle jour après jour que, dans chaque génération, n'est pas seulement une phrase historique dans la Haggadah, mais une réalité vivante. Comme nous avons quitté l'Égypte, nous sommes aujourd'hui appelés à passer de l'esclavage à la liberté, de la destruction au renouveau. Cette période nous enseigne une leçon essentielle. Rien ne peut être pris pour acquis. Depuis le 7 octobre, nous avons vu des miracles émerger du feu. Nous avons compris toute la signification de notre indépendance, un cadeau acquis par le sang et le courage de notre génération remarquable, une génération des fils de Josué, fils de Nun, et de Caleb, fils de Jephuné, que nous avons élevés ici en Israël. Les parallèles avec l'histoire biblique sont frappants. Tout comme les 10 espions ont essayé d'affaiblir le peuple et de l'effrayer avec ce qu'ils disaient qui les attendait, de même, de nos jours, nous avons entendu des prédictions funestes sur ce qui arriverait si nous osions partir en guerre. Mais nous avons choisi l'esprit de Josué et Caleb. Vraiment, nous vivons à une époque biblique. Aujourd'hui, face à ceux qui ont voulu nous détruire, nous voyons la force de la génération victorieuse. Ceux qui ont cherché à nous effacer et à saper notre droit de vivre sur cette terre se sont retrouvés face à un mur de fer, un mur de foi et de courage. La machine de terreur qui pensait pouvoir nous briser s'est brisée contre l'esprit du peuple d'Israël. Et que reste-t-il d'eux? Les ruines d'une idéologie meurtrière qui s'effondre sur elle-même. Pendant que nous continuons à construire, à planter et à renforcer notre lien avec ce pays et notre enracinement ici, la défaite de nos ennemis n'est pas seulement militaire. Elle est avant tout morale et spirituelle. Tout comme Joshua et Caleb n'ont pas craint les géants de la terre d'Israël, nos soldats et nos commandants, véritables héritiers de Joshua et Caleb, ont montré qu'aucune force sur terre ne peut vaincre un peuple qui revient sur sa terre natale.
Tout comme ce soldat ici sur la photo que vous voyez, portant une petite fille sur ses épaules, c'était la nuit qui a suivi le massacre du matin du 7 octobre. Il la sort de l'enfer de Kibbutz Kfar Aza et marche avec elle vers la sécurité de la station Alonit. Le soldat est Yonatan Itchak Samou de Karnatsoul. Il est le fils de Moshe Enailet, frère de Be'eri, Lavi, Tamar et Akinoam. Et 1 mois après avoir été photographié ici, Yonatan, qui combattait avec le 202e bataillon de la brigade des parachutistes, a été grièvement blessé à Gaza. Les médecins de l'hôpital Bellinson ont tenté de lui sauver la vie, sans succès. Yonatan avait déjà signé une carte de donneur d'organes et ses organes ont été transplantés chez 6 patients dans différents hôpitaux. Par sa mort, il a donné la vie à 6 personnes. Un homme dans la cinquantaine a reçu son cœur. Un homme trentenaire a reçu les poumons. Un lobe de son foie a été donné à une petite fille de moins d'1 an. Un rein a été donné à un garçon de 10 ans et l'autre à un homme dans la cinquantaine. Et voici l'image émouvante de sa mère écoutant le cœur transplanté de son fils. Jonathan est tombé au combat dans le nord de la bande de Gaza. Il avait 21 ans. Israël est un refuge et un foyer pour les Juifs persécutés dans le monde. Pendant des générations, nous avons prié l'Eshana Babi Rushalayim, l'an prochain à Jérusalem, comme les Juifs d'Éthiopie. Les parents de Jonathan ont fait leur alia. Jonathan est né ici, a grandi ici et a servi dans la brigade des parachutistes. En ce jour terrible, lui et ses camarades ont sauvé des enfants juifs des nazis de notre époque. Il a continué à se battre et il est tombé en défendant le peuple juif. Et même alors, il a continué à donner la vie aux autres. Nous finissons ces jours d'indépendance la tête haute. Ceux qui voulaient nous détruire ont trouvé leur fin, tandis que malgré la douleur et la perte, nous nous relevons, grandissons et triomphons. La nation éternelle n'a pas peur du long chemin. Et ce chemin nous mène vers la victoire totale, la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la renaissance sur la ruine. En effet, comme je l'ai dit, nous vivons une époque biblique et sa fin est le triomphe éternel du peuple d'Israël. Les opérations de la guerre avec l'Iran sont nommées le rugissement du lion et le lion levant qui ont eu lieu l'année dernière. Et ici en Israël, nous portons les paroles de la chanson Al-Tira Israël. Al-Tira, Kiguri Haloata, Veriemishag Miloira. N'aie pas peur, ô Israël, car tu es le lionceau. Et quand le lion a rugi, qui n'aura pas peur? Je suis Daniel Siman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine pour un nouveau Straight Up depuis les studios de JNS TV à Jérusalem, en Israël.